Dimanche 15 juillet de l'an 2018. Bonjour à tous, bienvenue sur l'invité. J'espère que vous passez une très belle journée dominicale. Jean-Michel Abimbola, bonjour. Bonjour Madame Diwan. Vous êtes donc député à l'Assemblée nationale, président de la commission du plan, de l'équipement et de la production au Parlement. Vous êtes Jean-Michel Abimbola, le premier coordonnateur du bloc de la majorité parlementaire, mais vous êtes aussi le président du nouveau mouvement Rassemblement des bâtisseurs de l'unité et du développement qui inclut votre parti, donc le RND, Rassemblement national pour la démocratie, un ancien parti. Vous êtes aussi ancien ministre de la République. Bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité, Madame Diwan. Et pour conduire l'entretien avec moi, Kader Achirou, bonjour. Bonjour Nadia Diwan, chers amis internautes, bonjour. Député Jean-Michel Abimbola, bonjour. Bonjour Monsieur Achirou. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre agenda très chargé. Alors, l'opposition béninoise s'organise de plus en plus depuis quelques jours. Le mercredi dernier, nous avons noté la mise sous les fonds baptismaux d'un creuset de jeunes acteurs politiques baptisé Pôle unifié de jeunes de l'opposition. En ligne de mire, nous avons quand même comme leader Léon Songbadi, nous avons également Constantin Amoussou et donc Lam Abalo. Alors, en tant qu'acteur politique, comment appréciez-vous ce mouvement politique? Eh bien, je pense qu'il serait plus souhaitable de poser la question aux initiateurs, mais ce que je peux dire, le commentaire que je peux faire, c'est que c'est heureux que dans notre pays, évidemment, la classe politique s'organise, qu'il y ait une opposition structurée, qui est évidemment de la contradiction au bénéfice de nos populations. Donc c'est heureux pour le débat que l'opposition, et notoirement, disons, la jeunesse qui se réclame de cette opposition, puisse s'organiser et pour pouvoir avoir une convergence d'action et de vues. Alors quel regard portez-vous donc sur l'animation de la vie politique nationale depuis 2 ans? Oui, merci beaucoup. Depuis 2 ans, c'est vrai, nous sommes rentrés dans un nouveau temps, le temps des réformes. Ces réformes sont des réformes douloureuses, sont des réformes nécessaires, sont des réformes courageuses qui sont menées par le président Patrice Talon. Cela suscite bien évidemment quelques grincements de dents. Cela dérange les intérêts. Cela bouscule nos habitudes. Cela également nous oblige, chacun de nous, à faire des efforts considérables pour pouvoir mieux construire l'avenir. Donc il est évident que l'opposition, ou ceux qui sont particulièrement dérangés dans leurs intérêts quotidiens, ont tout le loisir, évidemment, de manipuler les foules par rapport, disons, à ces quelques gênes, à ces quelques efforts, pour pouvoir structurer, évidemment, une opposition, pour pouvoir structurer un mécontentement, voire un soulèvement contre le régime en place. Donc, mais ce que je pourrais dire, c'est que depuis quelques mois, on voit bien que le paysage politique est clarifié. On voit ceux qui défendent le gouvernement, on voit ceux qui effectivement s'opposent aux actions du gouvernement. Cela est très bien pour la démocratie, cela est très bien pour le débat. Et je crois également que la création du bloc de la majorité parlementaire y a contribué. Parce que au départ, nous étions peut-être pas suffisamment audibles, ceux qui défendaient le gouvernement. Donc l'opposition, la minorité parlementaire notamment, avait franchement tout un boulevard pour intoxiquer et pour dire des contre-vérités. Désormais, nous l'avons dit au moment où nous avons lancé officiellement les activités politiques du BMP, ce sera coup pour coup et nous aurons du répondant. Nous serons là pour bouter dehors l'intoxication et le sabotage. Alors aujourd'hui, quels sont les rapports que vous avez avec l'ancien président Toumou Boni-Yayi? Oui, j'ai souvent répondu à cette question-là. Vous savez, moi je suis de Kétou, je suis Nago. Le président Boni-Yayi est un aîné et comme on dit chez nous, disons dans notre culture, un papa, pas qu'il a l'âge, disons, d'être mon père, mais je le considère comme un papa. J'ai ce respect pour lui. J'ai également pour lui, disons, le respect et la reconnaissance de m'avoir donné l'occasion de travailler à ses côtés. Nous sommes plus de 10 millions de Béninois et il m'a identifié et il m'a appelé à ses côtés. Donc je l'en remercie véritablement. Mais vous savez, c'est un peu comme le rapport entre, d'une certaine façon, je dirais, entre un employeur et un employé. L'employé peut se mettre évidemment en position de soumission. Mais je pense que c'est également un échange de bons procédés. L'employé apporte, disons, sa force de travail, sa compétence, et en contrepartie, l'employeur lui donne une rémunération. Donc si vous faites des salam alek tous les jours à votre employeur, il est bien évident qu'il va vous piétiner. Donc je veux dire par là que le président
Yahi Boni m'a appelé à ses côtés, c'est un honneur. J'ai du respect pour lui parce qu'il n'est pas donné à tout le monde d'être élu, évidemment, à la tête de notre pays. Mais il m'a appelé parce qu'il pensait, je suppose, que je pouvais contribuer à la réalisation, disons, de ses objectifs. J'espère n'avoir pas trop déçu. Mais ce qui me préoccupe, ce n'est pas une personne. Ce qui me préoccupe, ce n'est pas effectivement de servir un homme. Ce qui me préoccupe, c'est notre pays. Ce qui me préoccupe, ce sont nos populations. Et aujourd'hui, je continue d'avoir le respect que j'ai pour les anciens présidents de la République, un respect peut-être particulier ou une reconnaissance pour le président Boni Yahi, mais cela ne m'oblige pas à partager toutes ces vues, toutes ces analyses. Et très tôt, au moment même où nous étions ensemble, ceux qui sont des connaisseurs, évidemment, du système, ont su que nous avons eu quelques, j'allais dire, différences de point de vue qui se sont cristallisées jusqu'à culminer, grosso modo, en 2015, au moment où j'avais fait le 4e congrès ordinaire du parti RND. Et au lendemain de ce congrès, où j'avais été, pendant ce congrès, j'avais été, c'est vrai, d'après moi, objectif, mais sévère. J'avais subi immédiatement les foudres, mais l'histoire n'a pas retenu cela. L'histoire a simplement retenu qu'une fois le président Talon élu, j'ai tourné le dos au président Yahi Boni. Ce n'est pas grave, cela, c'est les vicissitudes de la vie politique. Et je peux vous dire qu'en 2006, toute la classe politique, y compris celle qui est devenue l'opposition pendant les 10 ans ou les 8 dernières années, nous étions tous avec le président Boni Yahi. Et aujourd'hui, si vous voyez, y compris le président Talon, était avec le président Yahi Boni. Donc personne n'était contre le président Boni Yahi. Mais c'est au fil de la vie politique et des actions et des divergences que chacun s'est repositionné. Donc aujourd'hui, disons en ce qui concerne l'analyse politique, en ce qui concerne les activités politiques, nous ne sommes plus évidemment totalement en phase. Cela n'enlève rien au respect que j'ai pour l'homme et surtout au fait que Dieu l'a béni, puisque Dieu lui a donné l'occasion d'être le patron des 10 millions de Béninois. Alors, Jean-Michel Abimbola, vous venez de finir la première session ordinaire de l'année à l'Assemblée nationale. Que pouvons-nous retenir? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire que la 7e législature, pardonnez-moi, est une législature qui est méconnue. Mais l'histoire rendra justice à cette législature parce que c'est une législature avec des hommes et des femmes de grande qualité. Vous avez beaucoup d'anciens ministres, vous avez beaucoup d'anciens DG de société, vous avez beaucoup de cadres à haut niveau, vous avez beaucoup d'élus, de maires. Donc ceux qui sont là, c'est vraiment des gens qui connaissent, que ce soit de la minorité ou de la majorité parlementaire, des gens qui connaissent notre pays et qui sont des cadres de haut niveau. Nous avons également un bureau de l'Assemblée qui est un bureau, disons, honorable, qui nous permet effectivement d'avoir une production législative exceptionnelle. Et aujourd'hui, c'est vrai, les gens ne retiennent que la politique politicienne, mais je vous assure que cette législature risque d'être dans l'histoire retenue au même titre que la première législature, avec un travail de très haute volée, un travail de très bonne qualité, mais enfin, ça c'est l'histoire qui le dira. Voilà ce que je voudrais retenir. Nous avons eu une première session ordinaire qui était très intense, très active, avec beaucoup de textes fondamentaux, ne serait-ce que le code pénal, d'autres textes également, le code numérique, etc. etc. Et évidemment, le vote de la proposition d'amendement de notre Constitution, pour ne citer que ces 3 exemples. Alors, quel regard portez-vous sur Adrien Mbedji, président de l'Assemblée nationale? C'est un aîné. J'ai toujours beaucoup de respect pour nos aînés, peut-être culturellement parlant. Il a également la bénédiction des dieux, puisqu'il n'est pas donné à tout le monde d'être président de l'Assemblée nationale 3 fois dans sa vie. Dans notre petit pays de Bénin, sur 7 législatures, il en a présidé 3. Donc j'ai de l'estime pour lui et je pense que l'ensemble des députés apprécient le travail qu'il fait. Parfois, il est peut-être mal jugé par les réseaux sociaux, mais une fois encore, je le dis, l'histoire rendra justice aux uns et aux autres et à la 7e législature. Alors, comment appréciez-vous les différentes réformes pour le système partisan? Alors, en ce qui concerne le système partisan, la réforme n'est pas encore faite. C'est un projet... Les propositions qui sont faites. Exactement. Je suis l'un des contributeurs
Donc, j'aurais préféré que ce soit les journalistes qui apprécient ou des gens qui n'ont pas participé à la rédaction. Mais si nous avons fait cette proposition-là, c'est moi et d'autres, bien évidemment, c'est parce que nous estimons qu'il est temps d'assainir le milieu politique béninois. Il est temps de mieux structurer les partis politiques. Il est temps de faire en sorte que dans un pays tel que le nôtre, de 10 à 11 millions d'habitants, que nous n'ayons pas un parti politique par famille ou un parti politique par village, un parti politique qui tient son congrès dans une cabine téléphonique. Disons, vous voyez que cela est ridicule et cela décrédibilise notre démocratie. Mais pour autant, nous n'avons pas décidé de mettre un terme au multipartisme intégral. Nous serons toujours dans le cadre du multipartisme intégral, mais nous mettrons des conditions qui auront tendance à inciter les acteurs politiques à vouloir se regrouper. À se regrouper parce que nous avons l'une des réformes majeures, c'est une meilleure gestion des partis politiques et un meilleur financement de l'activité des partis politiques, un financement public des partis politiques. Et pour pouvoir avoir accès à ce financement public, nous avons de nouveaux critères. Il y a des seuils qu'il faut atteindre en termes de nombre d'élus, en termes, disons, un seuil de voix qu'il faut avoir au plan national pour pouvoir bénéficier des financements. Pour également créer désormais des partis politiques, au lieu d'avoir 10 membres fondateurs sur l'ensemble du territoire national, désormais, nous avions proposé initialement, c'est vrai, 100 par commune, c'est beaucoup trop, bien évidemment. Lors du séminaire qui a eu lieu à Azalaï, nous sommes en train de nous entendre probablement sur un chiffre... Avec tous les bancs de l'Assemblée. Bien sûr. Et au-delà d'ailleurs de l'Assemblée, un chiffre qui oscillerait entre 10 à 25 par commune. Donc, pour que ce soit de vrais partis nationaux. Si vous avez l'obligation d'avoir des membres fondateurs dans les 77 communes du Bénin, il y a une chance que vous ayez effectivement tout le Bénin. Mais si on vous dit c'est 10 membres fondateurs, je peux rester dans ma chambre au village et trouver immédiatement les 10 membres fondateurs. Donc c'est également une façon de nous amener évidemment à être de vrais partis nationaux. Enfin, c'est pour pouvoir donner plus de force à la démocratie. C'est pour, vous voyez, depuis que le régime du renouveau démocratique a été institué, aucun parti politique n'a pu conquérir le pouvoir. Alors que les partis politiques sont programmés pour aller à la conquête du pouvoir, pour pouvoir animer la vie politique. Eh bien, chaque fois, vous voyez, ce sont des personnes sorties, en tout cas d'ailleurs, qui prennent d'assaut le pouvoir que les Béninois mettent en place parce que, certainement, nos partis politiques ne sont pas encore suffisamment satisfaisants pour les populations béninoises. Donc, il est temps que nous assainissions, il est temps que les Béninois et Béninoises sachent ce que chaque parti politique propose et que même d'avance, vous puissiez savoir si ceux-ci arrivent au pouvoir, voilà ce qu'ils vont mettre en œuvre parce qu'ils ont un programme, parce qu'ils ont un projet et pas seulement, disons, la distribution d'argent comme ça s'est vu jusqu'à présent, sauf exception. Alors, il y a une session extraordinaire qui est également envisagée pour le toilettage de la charte des partis politiques? Oui, c'est en lien. C'est-à-dire que nous avons fait cette proposition d'une nouvelle charte des partis politiques. Cette proposition a fait l'objet de travaux, notamment de séminaires, je l'évoquais tout à l'heure, à Azalaï Hotel, disons autour de l'ensemble des personnes concernées, les partis politiques bien évidemment, les députés, la société civile, les syndicats et j'en passe, les sachants bien évidemment, les universitaires. Et ce texte a amené un minimum de consensus. Après, évidemment, le texte, la proposition, je vais dire, est passé par la procédure parlementaire législative normale. Le rapport de la commission des lois est attendu et pour pouvoir évidemment aller en plénière, il faut aujourd'hui, puisque nous avons terminé la session ordinaire, donc nous avons souhaité, nous sommes 47 députés à avoir demandé, conformément évidemment au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, à avoir demandé la tenue d'une session extraordinaire afin d'opiner sur cette charte des partis politiques. Alors, pouvez-vous nous décrire comment s'est déroulé le vote le 7 juillet dernier à l'Assemblée nationale, en ce qui concerne l'amendement à la Constitution du 11 décembre 1990? Bien, si vous n'êtes pas plus précis que ça, je vous dirais que le vote s'est très bien passé et qu'il y avait
disons, des bulletins jaunes, des bulletins rouges et des bulletins verts, et qui a eu 62 bulletins verts, 19 bulletins rouges et un bulletin jaune. Rappelez-moi les circonstances dans lesquelles donc voilà ce que je peux vous dire, c'est comment le rôle s'est déroulé. Alors, je vais être alors plus précis. Alors, voilà, s'il vous plaît. Avec la minorité parlementaire, on a constaté qu'il y a eu un séminaire qui s'est déroulé concernant cet amendement de la Constitution. Il y a eu un consensus et on a constaté avec beaucoup de désolation que le jour du vote, il y a eu quand même divergence. Alors, comment cela s'est déroulé véritablement? Bien, avec désolation, ça dépend après. Allez-y. Oui, certainement qu'il me prête un mot. Et je saisis au bon son mot parce qu'effectivement, c'était une désolation. Pourquoi c'est une désolation? Ce n'est pas parce qu'il est partisan. C'est une désolation parce que après nos différentes concertations, après nos différentes discussions, on pouvait être raisonnablement optimiste sur le fait que cette fois-ci, nous allions parvenir à faire un amendement chirurgical de notre loi fondamentale. Pour quelle raison? Nous avions dépouillé de cet amendement, de cette révision, tout ce qui pouvait être polémique. Nous avons fait plusieurs séminaires en ce qui concerne la préoccupation relative à la promotion de la représentativité des femmes au Parlement. Précisément, nous avons eu 2 séminaires parlementaires, un séminaire à Agoué dans la commune de Grand Popo et un séminaire à Cotonou, à Golden Tulip, ici donc à Cotonou, disais-je. Donc lors de ces 2 séminaires, nous sommes parvenus à un consensus, toutes tendances confondues. Donc sur ça, pour nous, il n'y avait pas de difficulté. S'agissant de la peine de mort, nous sommes également parvenus, nous étions tous d'accord naturellement, et d'ailleurs cela a été constaté par le vote du Code pénal qui a déjà institué l'abolition de la peine de mort. Mais c'est réversible. C'est pour ça que nous voulions sacraliser cela et rassurer un peu nos partenaires au développement en constitutionnalisant, ce n'est pas facile à dire, l'abolition de la peine de mort. Donc sur ça, il n'y avait pas non plus de polémique. En ce qui concerne la Cour des comptes, qu'ils vous souviennent, et moi je suis bien placé pour le dire, avec le président Boni Yayi, nous avons essayé pendant 10 ans d'avoir la Cour des comptes. Pas pour le plaisir d'avoir une Cour des comptes, parce que peut-être que les populations à la base se disent « mais ça sert à quoi ?» Mais je peux dire à quoi ça ne sert pas. Quand on n'a pas la Cour des comptes, nous perdons des partenaires au développement. La coopération danoise a quitté le Bénin parce que la coopération danoise estimait que cette institution, qu'on appelle Cour des comptes, était une garantie que les fonds que le Danemark, que le contribuable danois injectait au Bénin seraient mieux utilisés, seraient bien utilisés. Donc nous avons perdu la coopération danoise. Nous avons perdu également d'autres partenaires. Et surtout, vous avez depuis 2003 l'UEMOA qui a une directive et qui demande à ces 8 pays de pouvoir instituer la Cour des comptes. Les 7 autres pays ont une Cour des comptes. Et le Bénin, hélas, pour une fois, est dernier de la classe. Et cela est honteux pour nous. Et voilà pourquoi il n'est pas possible d'avoir une Cour des comptes sans toucher à notre loi fondamentale. Si on pouvait faire autrement, eh bien, on n'aurait pas besoin de dire qu'il faut amender la Constitution. Le dernier point sur lequel nous nous sommes entendus, et je vous dis bien, toute tendance confondue, et je suis prêt à faire un débat avec quiconque de la minorité pour me contredire sur le fait que nous n'étions pas d'accord, sur le fait que nous allions faire l'alignement des mandats, que nous allions faire le regroupement des élections pour une raison simple. C'est parce que nous sommes tout le temps en fête dans notre pays au Bénin. Si nous considérons que les élections, c'est des moments de fête, des moments de distribution de cadeaux, d'étrennes, d'argent, etc. Nous sommes tout le temps en fête. Je ne suis pas contre la fête. Mais la fête ne peut pas, en permanence, ne peut pas nous permettre d'atteindre le bien-être, d'atteindre le développement. Nous devrions travailler et être satisfaits pour venir faire la fête et pour mériter cette fête-là. Et surtout, c'est une fête coûteuse. Chaque fois que nous faisons une élection, nous dépensons la bagatelle de 10 à 30 milliards en fonction, disons, des élections. Donc, nous souhaitons, pour les 13 prochaines années, parce que de 2018 à 2031, nous avons 10 élections qui se succèdent. Donc, à part l'année 2028, tous les ans que nous allons vivre jusqu'en 2031,
ou c'est des années électorales, ou c'est des années préélectorales. Et vous le savez très bien, Madame Djiwan, Monsieur Achirou. Vous savez très bien que quand nous sommes en élection, vous savez très bien que l'administration ne fonctionne plus. Vous savez très bien que les investisseurs ne viennent plus. Vous savez très bien que tout est, disons, en situation de léthargie. Donc non seulement nous faisons perdre de l'argent directement au trésor public, parce qu'il faut décaisser ces 300 milliards à peu près, mais en plus de ça, nous ne produisons pas de richesse. Et en plus de ça, ce sont des moments de fête, mais également des moments d'instabilité, des moments de crise potentielle. Donc nous nous sommes dit, comme ailleurs, comme dans les grandes démocraties, faisons en sorte de regrouper les élections dans la même période, afin que un président, quel qu'il soit, ce n'est pas fait sur mesure pour le président actuel, quel qu'il soit, une fois passé le trimestre des élections, puisse avoir au moins 4 années pour se mettre au travail, pour permettre à ce peuple de mieux vivre, pour permettre au Bénin, qui a un tel potentiel, de pouvoir effectivement transformer l'essai, comme on dit au rugby. Voici les 4 points. Mais nous étions d'accord, nous avons fait tout le processus ensemble. Je peux vous faire la confidence ici de dire que la minorité parlementaire, par ma voix, par mes mains, a eu le texte avant les députés de la majorité parlementaire. Donc nous avons commencé depuis longtemps. Nous nous sommes vus formellement. Nous nous sommes vus informellement. Nous avons utilisé tous les canaux possibles et souhaitables pour rassurer. Mais c'est une désolation pour moi de venir entendre un député que je respecte beaucoup, que j'aime, nous avons été ensemble au gouvernement, venir dire qu'il y a un piège et que c'est pour éviter une élection en 2021. Cela est faux et il le sait. Et c'est une posture politique. Et pourquoi c'est faux? Parce que d'abord, on n'a rien touché s'agissant du président de la République. Et je défie quiconque de dire le contraire. Et non seulement ça, nous avons dit clairement, c'est maintenu dans le texte, que l'élection présidentielle, c'est un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. On n'a pas touché à cela. Mais quand bien même, disons, il y aurait peut-être, avec les nouveaux articles, un doute, je suis allé pendant les débats, avant le vote, de la prise en considération, voir cet ami député de la minorité, pour dire, fais un amendement alors pour corriger la partie que tu estimes suspecte. Eh bien, il ne l'a pas fait. Parce que les gens, systématiquement, parlent du fait qu'il y a une majorité mécanique. Mais Madame Djiwan, Monsieur Achirou, vous ne voyez pas qu'il y a une minorité mécanique de blocage? Vous ne voyez pas qu'il y a une posture pour que, systématiquement, ce qui vient du président Talon soit forcément rejeté? On a, pendant des années, j'y étais, avec le président Yahi Boni. On a dit notre amour pour les femmes. On a dit le fait qu'il fallait une parité. On a dit, on a fait les efforts. Et aujourd'hui, on a la possibilité de le faire et on reste dans une posture politicienne. Pire, des députés femmes qui sont de la minorité, on les oblige à voter contre cela. Ça me choque, Madame Djiwan. Ça me choque profondément. La Cour des comptes, je ne comprends pas comment un député FCBE qui a été avec le président Yahi Boni, qui l'a tant souhaité, l'a tant chanté, tant crié, tant plaidé pour cela, qu'un député FCBE puisse rejeter cela. Je ne comprends pas si aujourd'hui les députés de la minorité veulent nous dire qu'il faut instituer la peine de mort dans notre pays ou la vindicte populaire. Je ne comprends pas. Comment est-ce que économiser 300 milliards au bénéfice de notre peuple, disons, on puisse rejeter cela? Et aujourd'hui, les mêmes qui ont dit non, il faut que ce soit le peuple qui opine lors de la tentative de révision en 2017, le 4 avril précisément, qui ont dit non, vous ne pouvez pas faire ça, excusez-moi l'expression, clando. Il faut que nous consultions le peuple. Les mêmes aujourd'hui, après la prise en considération, on a dit ben, très bien, la Constitution nous ouvre la voie au référendum. Et les mêmes s'organisent pour intoxiquer, pour dire que ce n'est pas la priorité, pour dire que ça coûte cher, pour dire que nous voulons faire un vote sans impact, sans incidence financière, pour économiser 300 milliards. Ils sabotent le vote. Mais nous disons, très bien, nous avons un plan B. Le plan B, c'est effectivement de dépenser peut-être 10 milliards pour un référendum, pour nous permettre d'économiser 300 milliards. Et aujourd'hui, ils osent dire qu'on veut dépenser 10 milliards, que c'est du gaspillage. Mais et les 300 milliards, ces 10 milliards, c'est pour économiser 300 milliards. Donc je suis profondément désolé, choqué, et je comprends que beaucoup dans ce peuple, disons, se disent que les hommes politiques sont des dribbleurs, qui disent une chose et son contraire. Cela n'est pas possible. Parce que c'est vrai.
Ils disent une chose et son contraire, les hommes politiques. Vous l'avez remarqué, vous? On ne devrait pas, précisément, Mme Diwan, c'est ce que je dis, et les réformes, l'assainissement de ce milieu est nécessaire. Et moi, je voudrais bien, Mme Diwan, que demain, vous ayez la possibilité d'être au Parlement, vous ou une autre. Et ce qu'on a dit, c'est qu'avec cette réforme, nous réservons au moins 24 sièges, au minimum, aux femmes. Un siège de femme par circonscription électorale. Parce que nous avons chacun une maman. Nous avons chacun, pour la plupart, une épouse, au moins, dans notre pays, le Bénin. Nous avons des sœurs, nous avons des filles. Eh bien, nous ne pouvons pas les exclure. Elles sont 52%. Quand bien même, nous, les hommes, lors du référendum, nous allons dire on ne vote pas, on vote tous contre, parce que notre culture ne veut peut-être pas, à tort, on le dit, que les femmes prennent des responsabilités. À vous seules, Madame Diwan, les femmes, vous pouvez faire passer le référendum. Parce que vous êtes plus de 52% de ce pays. Donc, considérons que toutes les femmes, ce qui me choque, c'est qu'une femme puisse voter contre le fait de dire que les femmes vont avoir plus de responsabilités. Voilà, Madame Diwan. Mais elle explique qu'elle n'avait pas le choix, cette dame-là. Le problème, vous avez évoqué tout à l'heure, vous avez évoqué une opposition mécanique qui vote contre tout ce qui vient de Patrice Talon. Et cette opposition a laissé entendre dans l'opinion qu'il ne s'agissait pas d'une proposition d'amendement à la Constitution, mais peut-être plutôt d'un projet, parce que ça a été remis aux députés de faire passer ça à l'Assemblée nationale. Bon, d'abord, écoutez, si moi je vous dis, M. Achirou, que je vous ai vu hier en train de faire le casse d'une banque, ça n'engage que moi, je le dis. C'est un gros mensonge, mais j'ai le droit de le dire. Si je dis que Mme Diwan est bigame et que je lui connais 3 maris... Heureusement que je ne le suis pas. Non, ça, vous pouvez démentir, mais je l'aurais déjà dit. Ça, c'est vrai. Mais, écoutez, il ne s'agit pas de mentir, d'intoxiquer. Encore faut-il apporter la preuve de ce qu'on dit. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les gens sont prompts à dire tout et n'importe quoi. Mais heureusement, nous avons voté un code du numérique et je suis persuadé qu'on mettra également de l'ordre dans cette intoxication, le fait de dire tout et n'importe quoi de tout le monde. Alors, Monsieur le ministre, quelle sera désormais la posture du BMP? Ah ben, le BMP, après le vote en demi-teinte, parce que je ne peux pas dire que c'était un échec, puisqu'il faut savoir que c'est même un vote historique. C'est la première fois dans notre pays que nous passons l'étape de la prise en considération. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons eu une majorité qualifiée des 3/4 pour ouvrir la voie à la consultation du peuple. Nous avons fait les formalités et nous sommes en train pour que le chef de l'État, parce que c'est ça, ce sont ses prérogatives, le chef de l'État aura la possibilité de dire si oui ou non il convoque le corps électoral en vue du référendum. Mais nous, députés du bloc de la majorité parlementaire, nous lui avons dit solennellement, instamment, et nous le supplions de nous donner la possibilité d'aller échanger avec ce peuple pour que le peuple opine si définitivement nous devons considérer que nos mamans sont juste bonnes à faire des enfants et à nous faire la cuisine. Il faut qu'on aille le dire. Allez-y, Kader Achirou. Alors, monsieur Jean-Michel Abimbola, dites-nous aujourd'hui, quelles sont vos ambitions politiques, personnellement? Écoutez, je suis un acteur politique à mon petit niveau, comme vous le voyez. Je suis député à l'Assemblée nationale. Probablement, je serai de nouveau candidat, probablement. Pourquoi probablement? Pour être, probablement parce que si Dieu m'enlève le souffle de vie, je ne serai pas de mon... ça ne viendra pas. Bon, enfin, ça viendra pour chacun un jour, peut-être pourvu que ça arrive le plus tard possible. Donc, probablement, disais-je, je serai de nouveau candidat pour être... pour solliciter le suffrage, évidemment, de mes électeurs de la 22e circonscription électorale. Je suis aujourd'hui un soutien convaincu du président Patrice Talon, parce que je trouve qu'il fait des réformes courageuses et qu'il prépare les prochaines générations et qu'il n'est pas préoccupé par le populisme et par la prochaine élection. Et à ce titre, mon ambition aujourd'hui, c'est d'être un soutien loyal du président Patrice Talon pour qu'il puisse réussir. Parce que l'échec du président Talon est l'échec du Bénin. L'échec du président Talon nous amènera encore dans nos désordres parce que le président Talon est en train de mettre de l'ordre dans notre pays. Et on ne peut pas dire que le Bénin soit un pays désordonné. Le Bénin est un pays, le peuple béninois est un pays respecté, intelligent, organisé. Nous avons, pour des raisons historiques, depuis évidemment la fin de la période révolutionnaire, les choses, disons, se sont délitées. Eh bien, on remettra de l'ordre, on remettra... C'est pas normal que dans ce pays, disons, on aille dans un concours et que chaque enfant qui veut aller dans un concours, le premier réflexe, c'est que ses parents commencent à appeler les hommes politiques
pour dire mon enfant va à un concours. Ou commencer à dire, bon, il faut que je donne combien. C'est scandaleux. Il faut qu'on arrête cela. Et je ne voudrais pas citer d'autres cas. Il faut qu'on arrête cela, mais pensez-vous que le président Patrice Talon parviendra à poursuivre ses réformes dans cette même dynamique et arrivera véritablement à se faire comprendre? Surtout qu'on a comme l'impression qu'il est beaucoup mal compris. Je viens de dire que c'est vrai que l'acteur politique que je suis peut peut-être se faire quelques soucis en s'interrogeant. Mais le président Talon n'est pas un homme politique. Le président Talon estime que le peuple béninois l'a investi, le peuple béninois est Dieu, d'une mission. Et il accomplit sa mission. Et sa mission, c'est quoi? C'est les réformes et c'est l'assainissement. Et je viens de dire qu'il n'est pas préoccupé par la prochaine élection. S'il était préoccupé par la prochaine élection, ce serait tellement aisé de distribuer de l'argent qu'on n'a pas. Comme on le fait souvent. Ce serait tellement aisé de dire que non seulement les femmes sont belles, mais les hommes aussi sont beaux. Et j'en passe. Mais il nous dit des choses peut-être amères ou difficiles à entendre. Mais il travaille pour nos enfants, il travaille pour nous, pour notre avenir, pour nos enfants. Et je dis souvent, dans notre pays aujourd'hui, il y a quelques années, quand nous voyons ceux qu'on appelle les choosemakers, c'était des Ghanéens. Bien sûr. Moi, j'étais à l'époque également un peu à l'étranger, en Europe. Et, excusez-moi, les prostituées, on les appelait les Ghanéennes. On ne disait pas les prostituées. On disait les Ghanéennes, c'est une Ghanéenne. Ça voulait dire une prostituée. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus aucun réparateur de chaussures, cordonnier au Bénin qui soit ghanéen. Ils sont tous du Sahel aujourd'hui, n'est-ce pas? Tout à fait. Parce que tous les Ghanéens sont retournés chez eux. Aujourd'hui, vous allez en France ou ailleurs, à Londres, vous ne verrez aucune prostituée, ou en tout cas pas de façon massive, ghanéenne. Aujourd'hui, on dit peut-être brésilienne ou autre chose. Parce que un chef d'État, un président de la République, a assaini durement le Ghana. Je ne souhaite pas cette dureté chez nous, parce que j'ai l'habitude de dire que le président Patrice Talon, c'est un Jerry Rawlings civil, sans coup de feu, sans effusion de sang. Mais il est en train de travailler pour que demain, le Bénin soit à l'image du Ghana en Afrique. Vous savez que le Ghana, aujourd'hui, est le pays, dans notre sous-région, qui a la plus grande croissance. C'est le pays qui est félicité par tout le monde. Voici un pays qui vient de dire qu'il n'a plus besoin du soutien des PTF, avec leur conditionnalité. C'est une fierté pour nous, Africains. Voilà ce que nous souhaitons. Voilà là où nous sommes en train d'aller avec le président Talon. C'est vrai, c'est amer. C'est vrai que l'homme politique que je suis, et quand je dis je suis un soutien du président Talon, bon, peut-être que les gens sont prompts à dire « Ah oui, ben c'est eux qui nous font souffrir ». Mais c'est à nous de leur expliquer ce dont il s'agit. C'est à nous de leur expliquer que ce n'est pas par la facilité que nous pouvons arriver à développer notre pays. Et quand nous sommes émerveillés par les autres pays, quand vous voyez la Tour Eiffel, quand vous voyez effectivement les pyramides en Égypte, quand vous voyez, je ne sais pas, des infrastructures ailleurs, et que vous dites c'est magnifique, voyez-vous la sueur et les larmes. Voyez-vous la sueur et les larmes. Pour obtenir ça, c'est la sueur et les larmes. Ce sont les efforts. Et nous devons faire ces efforts-là. Je sais qu'il n'est pas bon pour l'homme politique que je suis de vous dire à chacun de vous qu'il faut faire des efforts. Mais on vous fera des efforts un temps pour mieux en bénéficier. C'est même bien la définition du capitalisme. Nous renonçons à des petits avantages aujourd'hui pour de plus grands bénéfices demain. Voilà ce que nous sommes en train de faire. La lutte contre la corruption dérange des intérêts, nous le savons tous, on a vu beaucoup d'actions qui ont été menées. Est-ce qu'il faut poursuivre cette lutte-là, finalement? Sans merci. En plus? Sans merci. Il faut poursuivre la lutte sans merci. Et parce que cette corruption-là, ça ne retire pas de l'argent à Jean-Michel Abimbola. Mais ça retire de l'argent à la pauvre maman qui vend à côté de chez moi. Parce que ça lui enlève la possibilité d'avoir de meilleures routes, des centres de santé, des écoles pour ses enfants, des centres sociaux, et j'en passe. Peut-être également de la microfinance. Donc nous avons besoin d'assainir pour que l'argent qui doit rentrer dans les caisses de l'État puisse rentrer dans les caisses de l'État, parce que vous savez, à l'international, personne ne distribue plus de l'argent gratuitement. Ce sont nos efforts, et notre pays aujourd'hui est un pays fiscal. Donc on ne peut pas collecter des impôts chez certains que d'autres détournent systématiquement. Donc nous devons poursuivre cette lutte sans merci. Et je dis, si chacun de nous est pris dans les filets, c'est normal que nos parents disent « Dak Mbami ».
Mais la justice doit être sévère. Ça veut dire quoi, oui, tous les Béninois savent ce que ça veut dire. Dakumbami. Dakumbami, ça veut dire quoi? Faire des interventions et dire, s'il vous plaît, laissez-le. Ah, d'accord. Hein, soyez, disons... ayez pitié. Tolérant. Ou peut-être, disons, c'est pas grave. Nous devons faire cette lutte sans merci parce que c'est la peur du gendarme qui fait qu'on respecte les règles. Si on sait désormais qu'il n'y a plus d'impunité au Bénin, vous verrez, nous les hommes politiques, on sera tous droits. Et on va enfin mériter, nous députés, le titre avec lequel, ronflant, avec lequel vous nous appelez honorable. Moi, j'ai renoncé à ce titre pour l'instant, en disant, appelez-moi monsieur le député, le jour où vous serez sûr de mon honorabilité, appelez-moi honorable. Alors, au nombre de greffes qu'ont ceux de l'opposition envers le régime actuel, nous avons quand même... Ils évoquent un caractère sélectif de la lutte contre la corruption. Ils estiment qu'il y a beaucoup de députés au sein du bloc de la majorité parlementaire qui sont impliqués dans les scandales, mais qui ne sont pas cités et qu'on appelle que ceux qui sont dans le bloc de la minorité parlementaire. Bien. Je ne sais pas si cela est vrai, mais ce que je sais, c'est qu'aucun de ceux qui sont cités, aucun de ceux-là ne dit « je suis innocent ». Ou ceux qui les défendent ne disent « ils sont innocents ». Si leur argumentation c'est de dire « mais pourquoi c'est seulement nous ?» Au moins ils reconnaissent qu'ils doivent être pris. Ils reconnaissent qu'ils ont mis la main dans le pot de confiture. Il faut bien commencer quelque part. Et je dis, maintenant, dire que c'est sélectif, ce n'est pas vrai. Je ne vais pas recommencer à donner les mêmes exemples ici, de façon sempiternelle. Vous avez l'ancien DG du CNCB. Il n'est pas de l'opposition. Au moment où l'opération Pangea 9 a débuté, le député concerné était du même groupe parlementaire que moi, de la majorité. Quand il a basculé du fait, justement, de l'opération Pangea 9, il a cru que le fait d'être de la minorité lui donnait une double impunité ou une double immunité. Mal lui en a pris. Eh bien, etc., etc. Je ne veux pas citer ici des exemples. Et dernièrement, que ce soit, désolé de dire des exemples précis, le DG de la SONEB, d'autres, le DG de la CAME, d'autres qui sont pris, ce sont des gens qui ont été nommés par le président Talon ou confirmés par leur poste par le président Talon. Mais pourquoi voit-on deux poids et deux mesures? Maintenant, si vous avez des dossiers, des soutiens du chef de l'État, dénoncez cela. Parce qu'on me cite souvent des exemples qui avaient déjà été vidés par la justice avant l'arrivée du président Talon. Quand on me cite le scandale de l'eau, le président Talon n'était pas là quand le dossier est arrivé au Parlement. Tout à fait. Quand on me cite la mécanisation agricole, c'est un dossier qui est arrivé avant que le président Talon n'arrive au pouvoir. Mais en revanche, le dossier du siège de l'Assemblée nationale s'est instruit. Mais de quoi parle-t-on? Le dossier ICC, ce n'est pas sous le président Talon. Le dossier Sensad, ce n'est pas sous le président Talon. Le dossier d'Anivo, ce n'est pas sous le président Talon. De quoi parle-t-on? Quels sont les cas des soutiens du chef de l'État qui existent dans des scandales et qui ne sont pas dénoncés? Je voudrais bien qu'on commence à les dénoncer et qu'on commence à les citer. Vous pouvez, un citoyen peut porter plainte directement pour que le procureur se saisisse d'un dossier. Donc, le reste, c'est de la posture politique. Et je dis, c'est dommage que ce qu'on a défendu hier, aujourd'hui, on vienne ravaler, excusez-moi, c'est pas très beau, ravaler ses vomissures. Cela est dommage. Jean-Michel Abimbola, parlez-nous un peu du nouveau mouvement Rassemblement des bâtisseurs de l'unité et du développement. Oui, merci beaucoup. C'est un rassemblement de plusieurs partis politiques et mouvements. Pour l'instant, c'est circonscrit dans le plateau, mais ça a vocation à grandir. Pourquoi c'est fait? C'est fait dans le cadre de la réforme du système partisan, puisque nous sommes en train de constituer de grands partis politiques. Donc, c'est des cercles concentriques, n'est-ce pas? Donc, nous sommes de mon parti politique RND, j'élargis un peu le cercle, et on élargit jusqu'à créer, évidemment, un bloc soudé avec des partis majeurs de la scène politique actuelle. Donc nous avons commencé, puisque je suis, disons, du plateau, j'ai commencé à fédérer ces forces-là pour que, au lieu de nous diviser, au lieu de manipuler nos populations,
ensemble, nous puissions travailler pour une convergence d'actions et de vues et pour une meilleure efficacité. Donc nous avons démarré à Ifanyi le samedi dernier et vous aviez, disons, une belle brochette, disons, d'hommes politiques du plateau, puisque vous aviez sur la même scène et ensemble dans le mouvement le ministre de l'enseignement maternel et primaire, que je remercie et salue pour son dynamisme. Vous avez le maire actuel de Sakété, le maire Adéchi, et pratiquement tout son conseil communal qui adhère à cela. Vous avez l'ancien maire de Sakété, le maire Arinoye. Vous avez l'avocat, maître et le conseiller, ancien conseiller communal Bastien Salami. Vous avez Madame Awa Bissiriou, qui est une femme courageuse, militante et combative. Vous avez, évidemment, en citant, je risque d'oublier, pour Sakété. Pour Ifanyi, vous avez l'ancien maire, qui est aujourd'hui le premier adjoint, le maire Fafoumi, Raymond. Vous avez le directeur département de la culture, M. Laïssi Bankole, et d'autres. Vous avez des gens qui sont également de Adjawere. Vous avez vu Karamatou Fagon, qui est membre également de ce nouveau rassemblement, ainsi que d'autres conseillers communaux, de nombreux conseillers communaux d'Adjawere. Donc, pratiquement, dans la 21e circonscription, à quelques exceptions près, nous sommes tous ensemble dans ce creuset. Nous sommes en train de faire ce même travail dans la 22e circonscription pour que le plateau puisse parler d'une seule voix autant que possible et pour que ensemble nous puissions défendre nos populations et amener le gouvernement, l'exécutif, quel qu'il soit, à ne pas oublier évidemment nos populations. Cela nous permettra également ensemble d'aller discuter avec des partis, ça peut être le PRD, ça peut être d'autres partis politiques au plan national, du sud, du centre et du nord, pour que nous, ensemble, nous formions un nouveau parti politique fort qui va dominer la scène politique et qui va nous permettre, peut-être demain, Madame Diouan, si vous adhérez peut-être à ce parti, de faire de vous le député de ce parti politique et pourquoi pas la première femme présidente de la République dans notre pays. Vous le méritez bien, vous avez le profil. Hein, merci à vous, Monsieur le ministre. Et comme ça, moi, je ferai une émission, Madame la Présidente, pour pouvoir vous interpeller de temps en temps. Merci, Monsieur le ministre. Voilà, je vous en prie. Vous avez un mot de fait pour conclure? Oui, merci infiniment. Je voudrais vous remercier infiniment, Monsieur Achirou et vous-même, Madame Diouan, pour l'opportunité que vous m'avez donnée. Mais l'émission est un peu courte parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu dire. Nous n'avons pas parlé du code électoral, nous n'avons pas parlé des diligences que nous faisons en vue peut-être d'arriver à ce référendum. Nous avons effectivement des réformes également majeures économiques dont nous aurons pu parler. Mais je suis persuadé que vous me redonnerez l'occasion de revenir sur votre plateau parce que je m'y sens bien finalement. J'ai hésité à venir, mais finalement je m'y sens bien. Et je vous remercie pour votre professionnalisme. Je remercie vos téléspectateurs qui probablement sont surtout des jeunes. Et je voudrais dire, jeune béninois, ne te laisse pas manipuler. Jeune béninois est le discernement. Tout ce que la majorité présidentielle amène n'est pas à être voué aux gémonies. Quand on est de la majorité, on n'est pas systématiquement diabolique. Quand on est de la minorité, on n'est pas systématiquement angélique. Fais le discernement. Et sur ça, sur ce que nous proposons, sur l'amendement de la Constitution, sur les 4 points, il n'y a rien de suspect et nous sommes prêts partout, ici, maintenant et ailleurs, à expliquer à ce peuple, à cette jeunesse, que c'est de la manipulation politicienne. Ce qui est dit, c'est de l'intoxication, c'est une posture politique, c'est un fonds de commerce qui est défendu. Parce qu'aujourd'hui, on dit le contraire de ce qu'on a défendu pendant 10 ans. Cela n'est pas admissible. Peuple béninois, réveille-toi. Et je le dis, ce que nous amenons, parfois peut-être il y a à redire, mais ce qu'amène la minorité, ce n'est pas forcément des saints. Surtout que nous les connaissons, nous étions ensemble. Ce ne sont pas forcément des saints. Merci infiniment et à très bientôt pour le référendum.
Merci à vous, Jean-Michel Abimbola. On retiendra donc de cet entretien que les hommes de la 7e législature sont des hommes de qualité. Vous avez indiqué que vous avez beaucoup de respect pour l'ancien président Boni Yahi et beaucoup d'estime pour le président actuel de l'Assemblée nationale, Adrien Rongbedji. La première session de l'Assemblée nationale s'est clôturée avec de très belles notes. Il est temps de mieux structurer les partis politiques par rapport donc à la réforme, aux réformes du système partisan pour une meilleure gestion des partis politiques et un financement des partis politiques également. Vous avez précisé que vous appréciez que les opposants s'organisent pour la vitalité de la démocratie, mais il est temps que chaque Béninois sache ce que les partis politiques proposent concrètement donc aux électeurs et oublie le fait qu'il faut leur distribuer de l'argent. Vous avez parlé de la loi fondamentale, vous avez indiqué que vous avez dépouillé donc tout ce qui pouvait être apolémique avec la minorité. Il y a eu des séminaires parlementaires qui ont été organisés et nous nous sommes parvenus à un consensus, toutes tendances confondues, avez-vous indiqué. La Cour des comptes, par exemple, constitue une garantie pour les partenaires, donc raisonnablement. Avec la minorité parlementaire, des débats intelligents avaient été menés, et toutes tendances confondues, minorité et majorité. Vous êtes entendu pour l'alignement des mandats et le regroupement des élections. Finalement, vous n'avez pas compris ce qui n'a pas marché. Vous êtes profondément déçu, mais vous rassurez quand même que les fondamentaux n'ont pas été touchés et que c'est un vote historique donc à l'Assemblée nationale. C'est la première fois qu'un grand cap a été franchi. Donc ce n'est pas un échec pour vous. Vous êtes un soutien convaincu du président Patrice Talon qui fait des réformes audacieuses pour les générations futures. Le président Patrice Talon doit réussir impérativement, avez-vous indiqué. Son échec nous ramènera dans un désordre donc qu'on ne souhaite plus jamais au Bénin. Le Bénin, nous sommes un peuple organisé, un très bon pays, notre pays, et le président Talon accomplit sa mission divine. Vous avez également indiqué par rapport à la corruption qu'il faut poursuivre donc la lutte sans merci. Il faut assainir donc pour permettre donc d'avoir des routes, des centres de santé, des écoles. Si on sait désormais qu'il n'y a pas de corruption au Bénin, nous serons respectés donc à l'étranger. Vous serez encore plus fiers d'être appelés donc honorable député. Merci à vous d'être passé sur le plateau. Vous avez dit pour finir, jeune Béninois, ne te laisse pas manipuler. J'espère que j'ai essayé de faire un compte rendu plutôt fidèle. Merci à vous. Merci infiniment, Madame Djimo. Jean-Michel Abimbola, je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale, vous êtes le président de la commission du plan de l'équipement et de la production, vous êtes le premier coordonnateur du bloc de la majorité parlementaire, vous êtes aussi le président du nouveau rassemblement des bâtisseurs de l'unité qui inclut donc votre parti d'origine, le Rassemblement national pour la démocratie, le RND. Vous êtes ancien ministre donc de la République. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Kader Achirou, merci d'avoir conduit l'entretien avec moi. Chers amis téléspectateurs et internautes, merci à vous pour l'attention. À dimanche prochain pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Bonne journée dominicale en compagnie de nos programmes. Au revoir.